Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Week Echo. Après des semaines de blocage du trafic du Bénin en direction du Niger à la hauteur du pont de la Sota, suite à son effondrement, le trafic a enfin repris, mais sur une infrastructure provisoire. Celle-ci garantit-elle la sécurité aux usagers? Quelles sont les conséquences de l'effondrement de ce pont sur l'économie régionale? Nous ferons le débat en décryptage. Et en dossier de la semaine, nous parlerons des établissements d'enseignement supérieur privés au Bénin. Vous l'auriez certainement constaté, jusqu'à nouvel ordre, pas de publicité cette année sur les médias. Un décret la leur interdit. Mais pour quelles raisons cette décision ne pénalise-t-elle pas les nouveaux bacheliers dans leur orientation universitaire? Nous recevrons à cet effet le directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur au Bénin pour tout nous dire. Bienvenue à Week Echo. Vous le savez, Week Echo, c'est avant tout la revue de presse économique et aussi le mini-journal que nous présente tout de suite Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. La motivation et la détermination sont des piliers essentiels dans la réussite d'une vie et le développement des affaires. Mais le partage d'expériences avec les aînés reste de loin une étape importante, parfois inconsidérée. La directrice de la télévision nationale, Jemima Katraye, s'est prêtée à l'exercice avec des jeunes universitaires. Yves Agodopessi et Marianne Bossemede nous font revivre les moments forts. Réussir son projet, faire le bon choix. Ce sont là des préoccupations grandissantes chez les jeunes. Ils pensent aux voies de sortie compte tenu des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dès que nous grandissons et que nous choisissons suivre une carrière ou que nous choisissons nous battre pour nos objectifs les plus nobles, on se perd le plus souvent. Et donc on a peut-être besoin des aînés, on a besoin des gens qui ont pris par là pour nous conseiller, pour nous dire tiens, moi j'avais fait ci, mais voilà ce que j'ai compris, voilà les erreurs que j'avais faites et voilà comment je pense que tu peux y arriver. On a besoin de gens pour nous motiver et ce n'est que les aînés qui pourront le faire. Secret des grands hommes, une émission grand public pour mettre les jeunes au cœur de la réalité socio-professionnelle. Le modèle ici est la directrice de la télévision nationale, Jemima Katraye. Journaliste, réalisatrice, actrice, elle a motivé et conseillé les jeunes à travers le partage de ses expériences. L'intégrité, la persévérance, l'amour de soi, l'amour du prochain, la rigueur, c'est-à-dire faire les choses comme il se doit. Retourner à ces valeurs-là. Des valeurs qui sont entre autres la clé de la réussite de la vie. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères. La jeunesse aujourd'hui a beaucoup besoin d'être coachée face à ce flux d'informations qui les oppresse, ça vient de partout. Ils ont besoin d'avoir, les jeunes d'aujourd'hui, des moments de rencontre avec des personnes qui sont passées par là, qui ont vécu également des choses et qui peuvent les coacher, tout au moins échanger avec eux leur expérience. Fructueux échanges agrémentés de questions-réponses. Au final, ces jeunes gagnent en connaissance et en secret de réussite. Il faut capitaliser ces moments difficiles pour se construire. Il faut savoir qu'on ne peut pas réussir seul. Il faut travailler ensemble avec d'autres personnes et c'est pas aussi toujours ce que tu penses faire, c'est pas aussi ton rêve là que tu dois accomplir. Il faut toujours que la jeunesse prenne conscience, après ce qu'elle a dit, de son avenir et savoir que quoi qu'en soit ce qui arrive, il y a toujours de bons avenirs qui nous attendent, de meilleurs destins qui nous attendent et de ne pas voir le présent moment, mais de voir ce qu'on en a, le but qu'on s'est fixé. La grandeur d'un homme repose donc tant sur ses aptitudes professionnelles, mais aussi celles managériales et humaines.
Le 25 septembre 2015, les dirigeants du monde adoptaient l'agenda 2030 pour protéger la planète à travers la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable. Dans le cadre du 3e anniversaire de signature de cet agenda, le Bénin est-il sur la bonne voie et quel rôle devraient jouer les jeunes dans la réalisation de ces ODD au Bénin? Réponse avec Ulvaeus Balogun et Louis Koudogbo. L'atteinte des objectifs du développement durable passe aujourd'hui plus que jamais par une réponse adéquate aux défis auxquels le monde est confronté, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, des objectifs interconnectés contre lesquels acteurs publics et privés s'arment dans une démarche globale et universelle. Au Bénin, des actions sont posées au quotidien pour un meilleur impact. Ainsi, 49 cibles ont été retenues au plan national sur les 169 cibles prioritaires. Une fois donc ces cibles retenues, il nous revient donc de les intégrer dans notre document de planification. Cela a été fait et le PAG est fortement ancré sur les 49 cibles que nous avons retenues au Bénin. Il y a le programme, le plan national de développement, le PND, qui est également suffisamment ancré sur les 49 cibles. Et on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des indices de performance. Ces indices doivent nous permettre de dire aujourd'hui le Bénin est à telle proportion dans la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et même ça va au niveau donc, de chaque objectif et au niveau de chaque cible. Donc ce n'est qu'après que cet outil-là va être rendu disponible qu'on pourra donc dire à quel niveau le Bénin est au niveau donc, de l'agenda 2030 et au niveau de chaque objectif. Un processus dans lequel le rôle de la jeunesse devient impérieux, d'autant qu'un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans et que plus de 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Nous voulons que les jeunes puissent être également associés à ces différentes actions. Certes, la jeunesse est impliquée à travers les jeunes activistes, mais nous voulons que la jeunesse, que ce soit les activistes, que ce soit les universitaires, qu'ils puissent également s'intéresser à la thématique pour qu'ensemble nous puissions identifier la place et le rôle de la jeunesse, les opportunités de collaboration entre les différentes structures et les jeunes. Parce que d'ici 30 ans, ce n'est plus ceux qui ont 50 ans qui vont répondre des ODD. C'est les jeunes de 20 ans, de 15 ans, ils auront 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est eux qui vont répondre. Donc, il faut déjà les formater, les donner le pli pour qu'ils puissent avoir les bagages nécessaires pour répondre aux ODD. Un agenda sur lequel veille la société civile. Notre rôle, c'est quoi? Ce n'est pas pour se substituer à l'État béninois. C'est pour être présent dans les communautés là où l'État est absent. Si toutes les parties prenantes, que ce soit les députés, que ce soit dans les populations, que ce soit les OSC, le gouvernement, les secteurs privés, les partenaires techniques ou financiers, les universitaires, si tout cela, chacun joue vraiment son rôle, même si on n'est pas à 100%, on peut être à 80% pour être optimiste. L'agenda 2030 offre ainsi aux jeunes une opportunité pour se mobiliser afin d'influencer les politiques publiques en vue de promouvoir le leadership des jeunes engagés et mobilisés pour l'atteinte des objectifs du développement durable. En Europe, la marche vers une agriculture saine est enclenchée. On parle désormais d'agriculture biologique, d'engrais naturels ou encore d'agroécologie, tout pour la sauvegarde de l'environnement. Le Bénin entre également dans la danse en commençant par les formations dans les lycées et facultés agricoles. Reportage. Le rêve, un jour, c'est d'arriver à faire pousser ses légumes et ses fruits sans engrais chimiques et sans aucun procédé qui nuise à la terre et surtout à la santé de l'homme. Mais en amont, il y a un facteur essentiel, les formations dans les lycées et facultés agricoles. On fait des cours concernant la production végétale, la production animale, la nutrition, la transformation alimentaire, l'aménagement hydro-agricole aussi. L'entomologie, ça étudie les insectes, la production végétale, la production animale, la botanique. Autant de cours qui constituent les curricula de formation. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ces curricula sont élaborés pour répondre à un besoin spécifique. La formation donnée à la FSA, je dirais, est en adéquation avec nos réalités agricoles. D'autant plus que l'élaboration de nos curricula, ça a été fondé sur les besoins du terrain. Et ces curricula qui ont été élaborés, on les révise périodiquement. Pour ainsi dire que les cours dans les facultés et lycées agricoles subissent des mises à jour. L'agroécologie,
L'agriculture biologique, la production d'engrais naturels, ces concepts indissociables de l'agriculture contemporaine y ont une place de choix. Et que dire alors de la pratique? À la FSA, la formation n'est pas assez uniquement sur la théorie. Il y a une bonne partie de pratique qui se réalise. En dehors de ça, la FSA organise à ses étudiants des stages de découverte du milieu réel. Et au cours de ces stages, ces étudiants sont placés auprès des producteurs agricoles. Et ce qui leur permet de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et pour s'imprégner des réalités sur le plan agricole de notre pays. Visiblement, ces stages pratiques ne répondent pas à suffisance aux besoins des étudiants. Il faut reconnaître que le temps accordé aux pratiques ne sont pas si importants. Nous voulons plus de pratiques. Parce que quand tu es sur le terrain, on fait près de 6 mois de cours théorie et c'est seulement 1 mois de stage on fait. Bien vrai, il y a des stages internes, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on a appris en salle. Un point essentiel à prendre en compte pour la marche vers une agriculture durable. Contraception, effets secondaires et la gestion des rumeurs, c'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale de la contraception. L'événement a été célébré le 26 septembre dernier. L'objectif est d'informer l'opinion publique sur les différentes méthodes qui existent et de guider les jeunes vers un choix juste de contraceptif. Mais malgré toutes les campagnes de sensibilisation, on note de la réticence au sein des populations. Louis Koudogbo, Amandine Agnamboussou. Essentiel pour assurer le bien-être et l'autonomisation de la femme, la contraception permet d'espacer et de limiter les grossesses. Le corps de la femme est prêt chaque mois à faire des enfants. Est-ce que nous pouvons faire des enfants chaque mois? La grossesse dure 9 mois. Est-ce qu'après 9 mois de grossesse, nous sommes encore prêts à porter 9 mois de grossesse? Puisque le fruit qui vient d'une grossesse, c'est un bébé. Et ce bébé, il a fait 9 mois dans le ventre. Il a besoin d'au moins 2 à 3 fois de plus de temps pour être plus ou moins indépendant. Et pendant ce temps, le corps de la femme se repose, retrouve toutes ses fonctions pour être prêt à porter une nouvelle grossesse. Donc, c'est nécessaire d'observer une période donnée entre 2 grossesses. C'est pour cela que, pour ne pas être surpris par des grossesses, il faut faire la contraception. Plusieurs moyens de contraception sont offerts aux femmes dans les centres de santé par des agents qualifiés et formés à cet effet. Les méthodes modernes de contraception, nous avons celles qui sont naturelles, les méthodes naturelles. Nous avons des méthodes hormonales, nous avons des méthodes de barrière et nous avons les méthodes chirurgicales. Toute femme peut adopter une méthode contraceptive. Mais toutes les femmes ne peuvent pas adopter les mêmes méthodes. Lorsque vous voulez adopter une méthode contraceptive, vous irez chez un agent de santé qualifié, formé, et cet agent de santé vous expose toutes les méthodes qui existent et vous donne les avantages et ce que nous appelons les limites de ces méthodes. Et vous choisissez. En matière de contraception, le Bénin traîne encore les pas et les résultats ne sont pas satisfaisants. De 2006 à maintenant, nous avons évolué entre 6%, 7%, 9% et aujourd'hui, nous tournons autour de 12,5-13% de personnes qui sont sous méthode contraceptive. Mais dans ces statistiques, il y a des statistiques que nous appelons les besoins non satisfaits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes ont eu le besoin d'utiliser une méthode contraceptive et ne l'ont pas eu, pour une raison ou pour une autre. Ces personnes sont de 33%. On n'a pas atteint l'objectif escompté. Donc, il nous faut vraiment travailler, il nous faut amener les populations, les communautés, les femmes à adopter une méthode de contraception. Il faudra donc changer de stratégie afin d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici à l'horizon 2030.
Et c'est beaucoup de stratégies que nous sommes en train de développer pour voir comment améliorer même la disponibilité des produits sur le terrain. Donc on a élargi les gammes, on a fait que les relais communautaires sont formés pour pouvoir mettre ces produits à disposition. Nous développons des stratégies de communication. S'ils vont vers un agent qualifié, les effets secondaires seront bien gérés et il y aura moins de rumeurs qui vont suivre. Choisir une méthode de contraception revient donc à réduire les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes, la mortalité infantile et prévenir le VIH-Sida. Et c'est la fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et à dimanche prochain. Merci à vous Estelle pour cette belle présentation du journal. À présent, la revue de presse économique de la semaine, une réalisation signée Ulvaeus Balogun. L'actualité économique cette semaine, c'est la construction de la centrale électrique de Mariagleta. Descente du ministre de l'Énergie sur le chantier de la centrale de Mariagleta. Les travaux exécutés à 60%, écrit Le Potentiel. Le journal explique que le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Dona-Oussou, accompagné d'une forte délégation, a effectué le 27 septembre une descente sur le site de construction de la centrale électrique de Mariagleta dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette visite est de constater l'évolution des travaux de ce projet phare et de rassurer les populations sur la mise en œuvre effective de cette centrale d'ici les premiers mois de l'année 2019. L'information est également reprise par l'économiste qui écrit « Mariagleta 2 se précise ». Selon le dit quotidien, il convient de retenir que le taux de réalisation physique des travaux est de 60%, celui de la livraison est de 80% et le taux d'exécution financière est de 8% selon le point fait au ministre de l'Énergie. Le Progrès conclut sur le sujet, visite du chantier de construction de la centrale de Mariagleta, 60% du travail exécuté en 278 jours. Le journal rappelle que le projet est de combler le déficit d'offres d'électricité et de diversifier les sources d'approvisionnement en vue de garantir une autonomie à l'horizon 2021 conformément à la stratégie de développement du secteur de l'électricité au Bénin. Les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur font également la une des journaux. Le Progrès titre en manchette « Vaine polémique autour des nouveaux frais d'inscription ». En effet, développe le quotidien, il sera restauré dans les facultés à grande masse les frais d'inscription afin de permettre aux universités de pouvoir supporter les charges inhérentes à leur bon fonctionnement. Le Potentiel renchérit, enseignement supérieur au Bénin, le lot de réformes qui modernise les universités. Le journal explique que les conditions d'études ont été améliorées, le personnel enseignant renforcé et la qualité d'enseignement rétablie. Ce flot de réformes est de nature à redorer le blason du système universitaire béninois. L'autre vision pour sa part parle de la lutte contre la déscolarisation au Bénin, notamment de l'extension du programme des cantines scolaires qui devient une réalité. Il vise essentiellement à stimuler le taux de scolarité au Bénin en offrant des repas sains et équilibrés aux enfants contraints à l'abandon des classes faute de moyens au niveau de leurs parents. Parlons à présent économie béninoise avec l'économiste qui d'ailleurs affiche 5,8% du taux de croissance au deuxième trimestre 2018. De 5,6% au premier trimestre 2018, le taux de croissance économique est passé à 5,8%, soit une hausse de 0,2% a indiqué la BCEAO. Cette performance peut s'expliquer selon le journal par la forte croissance de la production du coton, des produits céréaliers et de leur exportation. De plus, elle pourrait être imputable à la croissance du Nigeria. L'économiste poursuit avec le trafic de produits de contrebande et révèle que 19 Béninois sont sous le verrou au Nigeria. Les suspects ont été interceptés dans un bateau à Badagry entre le 28 août et le 30 août alors qu'ils se dirigeaient vers le Bénin depuis le delta du Niger. Ils étaient donc incapables d'expliquer comment ils étaient parvenus à se procurer des produits stockés dans différents bidons. Ainsi se referme cette revue de presse économique. À bientôt. Merci à vous aussi, Ulvaeus. À dimanche prochain. Le trafic reprend sur la Sota après l'effondrement de ce pont. Était-il prévisible? Quel entretien fait-on des ponts au Bénin avec les confrères? Nous allons décrypter cette actualité juste après ceci.
Et comme chaque dimanche, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de décryptage les confrères pour décrypter une actualité. Et d'abord, je vous les présente. Moïse Dosoumo, vous le connaissez déjà. Bonjour Moïse. Bonjour Roch. La pleine forme? Ça va. Et je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité, tout nouveau directeur éditorial de ce journal. Félicitations à vous, Moïse. Et en face de vous, lui, c'est Henri Ndasekou, la grande voix de la radiodiffusion nationale. Bonjour Henri. Bonjour à vous, Roch. Vous êtes, vous, chef division actualité au niveau de la radio nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Même si le trafic a repris timidement aujourd'hui, il aura fallu des jours pour que des camions soient bloqués. Et pendant des jours, donc, c'était pratiquement impossible la traversée du pont de la Sota à Malanville. Dites-nous, Moïse, que s'est-il concrètement passé? Ce qui s'est passé à Malanville, à mon avis, c'est la conséquence de l'improvisation, du défaut d'anticipation, du colmatage, du rafistolage auquel on a droit dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a improvisé selon vous? C'est un pont qui existait il y a des années. L'ouverture du trafic, provisoire du trafic, c'est une improvisation. On aurait pu prévenir cela parce qu'on a des cadres qui sont formés, qui sont employés par l'État, qui sont payés suffisamment cher pour anticiper sur ce genre de dégâts. Et vous pensez qu'on pouvait maintenir bloqué au niveau de ce pont effondré pendant encore des jours des centaines de camions chargés, d'autres qui veulent venir à Cotonou charger des marchandises? Est-ce que cela ne plombe pas l'économie? Ce qu'il aurait fallu faire, c'est éviter que le pont ne s'effondre comme ça a été le cas du jour au lendemain. Il y a des techniciens de ce domaine qui savent que quand on érige un pont, quand il y a un trafic d'une certaine intensité sur un certain nombre d'années, qu'il y a forcément des conséquences. Et quand on parle de pont, on parle de cours d'eau. Quand on parle de cours d'eau, sinon on parle d'inondation. On sait que ce sont des facteurs naturels qui arrivent de manière cyclique. Donc il aurait fallu, à mon avis, anticiper suffisamment sur ce genre de désagréments pour prévenir le politique, mettre l'accent sur ça, lui rappeler l'urgence de la maintenance régulière de ces ouvrages. Au besoin même élargir l'ouvrage pour, en cas de défaillance, qu'une partie soit toujours ouverte au trafic. Mais qu'on ne fasse rien, qu'on attende que le trafic soit si intense que les gens viennent maintenant à ce que le pont s'effondre et qu'on commence pas à courir de tous les côtés. Pour moi, c'est de rafistolage. On pouvait éviter cela. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'était prévisible cet effondrement de ce pont? Puisque nous sommes dans un pays organisé depuis au moins 60 ans, on pouvait s'attendre à ce qu'un jour l'ouvrage ne tiennent plus, mais qu'ils se désintègrent tel que ça s'est passé là, on peut avoir l'impression qu'effectivement, quelque part, surtout que ces dernières années, les crues du fleuve Niger, elles sont récurrentes. Tout à fait. On peut se demander pourquoi, depuis ce temps-là, peut-être la direction départementale des travaux publics et le ministère lui-même, pourquoi ils n'ont pas pris des mesures pour faire les réparations qui s'imposaient. Mais contrairement à ce que dit mon confrère Moïse, moi je me dis c'est un bon accident. Un bon accident. Pourquoi qui vient de se produire là, parce que justement je suis convaincu qu'à partir de là les choses ne se passeront plus comme avant. Quelques mois ou quelques semaines avant déjà, l'alerte avait été donnée par rapport au pont. L'ancien pont de Cotonou, parce que justement sur les réseaux sociaux, des gens avaient donné l'alerte. On a dû interdire le passage sur ce pont des gros porteurs désormais. Et donc ce qui est arrivé à Malanville Est-ce que c'est parce que l'alerte n'a pas été donnée de l'autre côté que les autorités n'ont pas pris les dispositions? Je présume. Donc ça permet à l'autorité de se dire, attention, ce qui est arrivé à Malanville peut arriver à Tchéribé dans le Zou, où si ça arrivait justement, plus personne ne pourrait quitter Cotonou et rejoindre Parakou, rejoindre Natitengo, etc., etc. Et que donc, dès maintenant, je suis presque convaincu qu'ils sont en train de courir pour voir comment veiller à ce que ce pont-là ne subisse pas le même sort. Et au-delà, envisager maintenant rallier le nord par l'ouest, en tout cas à partir pour de que ce pont ne soit plus la seule issue. Ou peut-être par l'ouest et par l'est, en passant par Kétou, Savé, etc., etc. Et donc, ça permet à l'autorité ou aux autorités de réfléchir, mais ça n'enlève en rien le fait qu'on aurait dû anticiper pour que justement ce qui s'est passé
n'arrive pas. Mais selon nos investigations, il paraît que ce pont de la Sota joue un rôle important dans le trafic et l'interconnexion entre le Bénin et les pays de l'Interland. Il y a également des ponts érigés sur des voies inter-États et qui sont dans un état de dégradation avancée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, on va assister également à cette situation qui s'est posée? Bon, on dit généralement qu'on ne piétine pas deux fois les testicules d'un aveugle. On vient de le faire là une fois. Oui. Maintenant, si dans quelques semaines ou dans quelques années, ça se reproduisait, on va se demander qu'est-ce qui nous arrive. Mais je suis presque convaincu qu'au vu de ce qui s'est passé, surtout que beaucoup de chaînes internationales se sont accaparées du sujet, ont montré combien de fois une pénurie d'aliments, etc., menaçait le Niger et tout ça. Je suis convaincu qu'on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous entendez des gens dire depuis quelques jours, attention, sur le pont de Fifadji aussi, ça a commencé, etc. C'est le moment d'expertiser ou d'auditer tous ces ouvrages, qu'ils soient anciens ou nouveaux, selon moi. Moïse Dousouma, est-ce que vous ne pensez pas que cela pose un véritable problème d'entretien et de suivi des infrastructures au Bénin? Justement, c'est là où j'en venais. Et je veux bien partager l'enthousiasme de mon confrère Henri, mais je n'ose pas. Parce que quand on voit l'état du pont de Malanville, avant qu'il ne s'effondre, nous savons tous les efforts que notre État fait pour inciter davantage le Niger à s'intéresser à notre port. Tout à fait. On ne veut pas qu'ils aillent vers Lomé, vers d'autres ports. Mais on sait que le passage obligé par le Niger, c'est justement Malanville, c'est ce pont. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années, alors que les systèmes à rester chez nous, malgré tout le poids du fisc et toutes les tracasseries au niveau du port? Qu'est-ce qu'on a fait pour maintenir le barrage en état? On n'a rien fait. On sait qu'on a croisé les bras, on a attendu que le pays se produise avant de réagir. Alors qu'on sait que si ce pays ne vient pas chez nous, on aura des difficultés pour mobiliser davantage de ressources. Et là, ce n'est pas que le Niger, il y a également le Burkina Faso. Oui, mais je mets davantage l'accent sur le Niger. On sait que le Burkina peut avoir une autre solution vers la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Mais le Niger, tout au moins, au vu de sa position géographique, a plus de facilité à venir vers le Bénin. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour fidéliser le Niger à travers nos ouvrages? On ne fait presque rien. On est là, on attend le pire avant de réagir. J'ose croire que cette fois-ci, ça va changer encore, que je suis très dubitatif et nous connaissons nos cas, nous connaissons nos politiques. Quand il y a une situation, ils se ruent là-dessus, ils font tout pour croire que, que tout est arrangé, mais au fond, rien ne se passe. Non, mais je crois, il y a eu des mesures hardies qui ont été prises. On n'a pas voulu attendre le temps normal pour réaliser, mais il y a une solution palliative qui a été trouvée et aujourd'hui, le trafic a repris. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... C'est ce qu'on appelle du rafistolage. Tout ça, c'est des solutions précaires pour l'instant. Mais au moins, ça permet la traversée. Il n'avait pas d'autre choix que de réagir. Il ne pouvait pas rester bras croisés. Il n'avait pas d'autre choix que de réagir. Parce qu'au-delà des effets néfastes sur l'économie du Niger, c'est aussi le Bénin qui prend un coup. Donc, ils n'avaient pas du tout le choix que de faire ce qu'ils ont fait là. Ce n'est même pas un mérite. Pour moi, c'est rien du tout. Ce qu'il faut faire maintenant, là, c'est que le nouveau pont là soit érigé dans les meilleurs délais et qu'il dure le plus longtemps possible. Et pour qu'il dure le plus longtemps possible, il faut qu'au fur et à mesure que la maintenance soit effectuée. Mais la solution provisoire n'empêche pas la réalisation d'un pont qui va durer longtemps. Mais quand je vois nos autorités s'égosiller, venir me louer les mérites parce qu'ils ont juste mis la terre rouge sur le pont pour que les camions puissent passer, mais ça, c'est rien. Vous doutez de la garantie sécuritaire? Non, ce n'est pas une question de garantie. Ce qui a été fait là, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas un mérite particulier pour ça. C'est ce qu'il fallait faire vu l'urgence de la situation. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est ériger un nouveau pont et faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Et là, moi, je suis très sceptique. Quand je vois un peu comment nos cadres fonctionnent, comment nos politiques fonctionnent, je ne serais pas surpris que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, qu'on voit encore de pareilles situations dans d'autres parties du pays. Au cas où une situation pareille se produirait à l'entrée de la ville de Porto Novo ou bien au niveau du pont de Ouédonou, à quel spectacle pourrait-on être confronté selon vous? Espérons que ça ne va pas se produire ou se reproduire. Parce que c'est justement les seules issues qui donnent accès à ces villes, à ces grandes villes. Tout à l'heure, je parlais d'un bon accident. Oui. C'est l'occasion d'avoir un deuxième pont pour allier Porto Novo, d'avoir un deuxième pont pour allier le nord du Bénin, d'avoir un deuxième pont et peut-être pourquoi pas un troisième pour allier Calavi et d'autres localités du pays. Au-delà du fait qu'il faut expertiser et auditer tous ces ouvrages qui existent déjà, il faut penser maintenant à dédoubler et pourquoi pas faire mieux, faire plus, pour que justement ce qui vient de se produire, parce que là, c'est comme si un matin on s'était réveillé dans un pays, j'ai pas envie d'employer le mot vulgaire, parce que ce qui s'est produit là, franchement, c'est vrai, on a vu ce qui s'est passé à Gênes en Italie, où un pont...
ça c'est pas vraiment un pont, c'est pratiquement, ils ont appelé ça quoi? Est-ce que c'est pas un viaduc ou... Un viaduc, voilà. Du haut de 45 mètres, je crois, qui s'est effondré avec beaucoup de... C'est pas le cas chez nous, mais aussitôt, ils ont enclenché une enquête. Oui, c'est vrai, on a enclenché une enquête. Les responsabilités la ici. Société concessionnaire, on lui a arraché le marché, etc. Est-ce qu'ici, on a situé les responsabilités de cet accident? Mais ici, je ne suis pas sûr que ce pont-là était... En tout cas, la gestion du pont avait été confiée à un opérateur privé. S'il y a des responsabilités, on va les retrouver au niveau des agents ou des fonctionnaires de l'État, puisque de toutes les façons... à ma connaissance, c'est le ministère des Travaux publics qui avait à charge l'entretien de ce pont. Et donc, je ne pense pas que les gens vont se tirer une balle dans les pattes tout de suite comme ça. Mais bon, espérons qu'à partir de cet incident ou de cet accident, qu'on prenne les choses comme le font les pays sérieux et qu'on ne revive pas ça de sitôt. D'accord. Moïse, pendant tout ce temps de blocage, des camions chargés de leurs marchandises n'ont pas pu traverser le pont. De la même manière, des camions qui devraient venir chercher des marchandises ici n'ont pas pu. Est-ce que cela a eu un impact sur l'économie régionale? On apprend aussi déjà que de la tomate et même les oignons, des spéculations ont augmenté de prix sur les marchés. À mon avis, parce que la rareté d'un produit fait que ce produit prend de la valeur. Pendant 2-3 semaines, presque, le trafic a été plus ou moins suspendu, même si certains camions sont parvenus à circuler, mais ce n'était plus le nombre astronomique auquel on assistait auparavant. Donc c'est normal que quelque part il y ait surenchère, c'est normal que quelque part, s'il y a des pertes, qu'on le dise ou non, les transporteurs ont perdu, les producteurs ont perdu, les importateurs ont perdu, même les populations à la base qui vont acheter en détail aussi ont perdu quelque part, parce qu'il leur fallait débourser plus pour avoir le produit qu'ils avaient à moins de coût auparavant. Mais au-delà à mon avis, au-delà de la réflexion du pont, on peut envisager d'autres moyens pour conserver nos ouvrages routiers là, encore davantage en état. Lesquels, par exemple? La voie ferroviaire, par exemple. C'est vrai qu'il y a un projet dans ce sens, mais pourquoi ne pas profiter pour accélérer? Trop de camions sur le voie accélèrent la dégradation. Le projet est en cours. Nous sommes un pays pauvre. Le projet est en cours. Moi, je me vois jusque-là. Depuis plusieurs mois qu'on en a parlé, moi, je ne vois encore rien. D'ailleurs, l'État béninois a confié le projet, la réalisation du projet au groupe chinois. Depuis le temps qu'ils ont fait cette annonce, qu'est-ce qui a été fait? Mais récemment, lors de la visite du chef de l'État en Chine, il en a encore parlé. Donc, parler ne suffit pas. Vous patientez. Justement, je dis cette situation-là, au-delà de la réflexion du pont. Nos ouvrages physiques qu'on voit sur la route là, combien de temps dure le bitume? C'est à peine 4, 5 ans, 6 ans avant qu'il ne commence pas à se fissurer. On peut envisager maintenant la voie ferroviaire pour le transport des marchandises, pour que nos voies, au moins qu'il y ait moins de gros porteurs qui occasionnent des accidents, que nos voies puissent durer le plus longtemps possible. C'est une solution alternative justement au bitume et au pont. Tout à fait. Merci pour votre proposition. On a compris que vous êtes non seulement mis dans la peau du journaliste, mais aussi dans la peau du citoyen qui veut avoir justement les routes en bon état. Vous pensez la même chose que Moïse? Que faut-il faire aujourd'hui pour conserver nos infrastructures routières en bon état afin que celles-ci servent davantage aux populations, aux usagers de la route? Non, je suis dans la même dynamique. On a reçu dimanche dernier l'ancien ministre des Transports et député actuel. Sur votre émission Akenatonde, qui a dit la même chose. À partir de maintenant, il faut un suivi régulier. Et c'était sur quelle émission déjà? L'émission 90 minutes pour convaincre. Oh, je vous permets de faire la publicité pour l'émission aussi. C'est la même maison. C'est à la radio nationale. Il a insisté sur le fait qu'il fallait désormais un suivi régulier de nos ouvrages pour éviter justement... Peut-être qu'on ne nous dira pas quel est le manque à gagner. Ce nouveau pont qu'il faut réaliser en 45 jours, je suis sûr que cet argent, si l'autre pont ne s'était pas effondré, cet argent aurait pu servir à autre chose. Tout à fait. Et donc, le défaut d'entretien ou d'anticipation nous a conduit là. Et nous espérons donc que cette façon de voir les choses ou de faire les choses va cesser pour que nos techniciens, une fois pour de bon, se mettent à l'œuvre. Et même ceux qui sont chargés de les mettre au travail, j'espère qu'ils vont les mettre au travail pour éviter justement que de temps en temps, ce genre d'accident ne nous arrive plus. D'accord. Merci à vous, Henri Ndaseko, journaliste au service de l'information de la radiodiffusion nationale. Merci également à vous, Moïse Dossoumon, journaliste au quotidien Fraternité. Et chers téléspectateurs, nous continuons cette émission. Juste après le plateau de décryptage, nous allons retrouver le plateau du dossier de la semaine pour cette fois parler justement de l'interdiction de publicité faite aux établissements privés d'enseignement supérieur. C'est juste après ceci.
Je vous l'annonçais en titre en introduction, par un décret pris en Conseil des ministres. Le gouvernement interdit désormais la publicité sur les médias aux établissements d'enseignement supérieur privés au Bénin. Quels sont les tenants et aboutissants de cette décision? On en parle en dossier de la semaine. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Patrick Hadjagodjou. Les écoles qui font cette publicité-là, des parents payent cher. Nous payons cher pour ça. Mais tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'abattoir. Quand on dit c'est bon, on nous fait miroiter que c'est bon, c'est du beau. Ou bien on dit qu'on fait telle formation, alors qu'en réalité on ne fait pas ça. C'est grave, il faut interdire ça. Philippe est encore sous le choc. Dans un passé récent, il s'est laissé séduire par une publicité mensongère à l'orée de la rentrée universitaire. Mais aujourd'hui, sa déception se transforme en joie. Le fait d'interdire cette publicité mensongère-là, je salue ça. Plus de publicités qui sèment la confusion et induisent parfois étudiants et parents d'élèves en erreur. La mesure d'interdiction est en vigueur en République du Bénin depuis le 27 juin 2018. Moi, je trouve que l'État a bien fait d'interdire la publicité mensongère. Moi, je veux que l'État mette un peu de rigueur et veille sur les universités privées. Ceux qui ne travaillent pas, s'il faut les fermer, il faut les fermer. Les promoteurs des établissements supérieurs que nous avons tenté d'interroger ont refusé de se prononcer. Seul lui, membre du corps d'encadrement d'une université de la place, accepte d'opiner. Effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des universités qui font des publicités. Maintenant, quel est le contenu de ces publicités? Il doit y avoir une institution quelque part qui doit pouvoir dire le contenu de ces publicités, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que les filières que l'école a eu à citer dans ses communiqués, est-ce que ces filières sont homologuées? Est-ce que ces filières sont reconnues par l'État? Autant d'interrogations qui demeurent encore sans réponse. Pendant ce temps, les grands carrefours de Cotonou annonce déjà les couleurs de la rentrée universitaire 2018. Une rentrée sans séminaire d'orientation dans plusieurs universités privées. La démarche dans un premier temps n'est pas d'envoyer les enfants dans les universités pour aller ramasser les prospectus. La démarche est de commencer déjà dès la classe de terminale à organiser des séminaires, à organiser des colloques pour ces enfants de la classe de terminale et commencer par leur dire, si tant est vrai que c'est ce que tu veux faire, voici les filières, voici les domaines dans lesquels tu pourras t'inscrire. Et ces filières et ces domaines sont déroulés dans telle université. Par ce décret co-signé par le président Patrice Talon et les ministres de la Communication, de l'Enseignement supérieur, de la Justice et de la Sécurité publique, toute émission et message publicitaire contraire à la réglementation sont punis d'une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Une mesure qui sonne le glas des vieilles habitudes, devenue un effet de mode dans les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Merci à vous, Patrick Hadjagodjou. Et nous recevons sur ce plateau justement pour aborder toutes ces questions qui ont été évoquées dans le reportage avec Dodji Amouzovi, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, professeur titulaire de socio-anthropologie et directeur des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. C'est d'ailleurs en cette qualité que nous vous recevons dans cette émission. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et qui vous salue. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs qui nous reçoivent où qu'ils se trouvent actuellement. Je voudrais dire mon admiration pour le travail que vous faites au quotidien pour informer justement, vraiment, les populations béninoises. Je suis tout admiratif de ce travail. Vous me permettrez, avant même d'avoir vos premières questions, de dire merci à Madame la Ministre qui a permis que je sois sur ce plateau. Tout à fait. Nous lui disons au passage aussi merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il va falloir que des autorités vous donnent l'autorisation justement pour que vous veniez expliquer à toute la population ce qui se fait. Patrick Hadjagodjou, bonjour. Bonjour, oui, vous étiez sur le terrain, vous avez réalisé un très bon reportage. On est là pour en parler. On est là pour en parler. Le phénomène des publicités mensongères, devenu un effet de mode depuis des générations, pour parer au plus pressé. Le gouvernement Talon siffle la fin de la récréation. Professeur Dodji Amouzovi,
Pouvez-vous nous dire les causes qui sous-tendent la prise de cette décision? Eh bien, je vous remercie. Je voudrais, avant de dire les causes, dire 3 petites choses. Il ne vous échappera pas que dans les différentes présentations, dans les discours, on entend souvent établissement d'enseignement supérieur privé. Oui. Non, il n'y a pas 2 enseignements supérieurs au Bénin. Il y a un seul enseignement assuré par 2 types de structures. Des structures privées et des structures publiques. Mais tous concourent à l'enseignement supérieur, qui est unique dans notre pays. Deuxième chose, il n'y a pas interdiction de publicité ni d'annonce. Il y a interdiction d'annonce et de publicité mensongère, de communiquer d'annonce, de publicité mensongère. Mais comment pouvez-vous savoir que ces publicités sont mensongères? Très bien. Oui. Un établissement qui n'est pas autorisé à délivrer des formations dans une filière X, qui vient à la télévision ou à la radio, qui va sur le site, sur le web, ou tout support, tout type de support destiné à informer la population, et dit moi je peux former dans la filière X, est déjà en train de faire de la publicité mensongère parce que c'est faux ce qu'il dit. Il n'est pas autorisé à faire ça. S'il le dit, c'est faux. Un établissement qui dit moi 80% de mes enseignants viennent de l'extérieur, alors qu'en réalité il n'a pas cette qualité, il ment. Un établissement qui dit j'ai la fibre optique, j'ai la bibliothèque virtuelle, alors qu'en vérité il n'en a pas. Ce sont autant d'un établissement qui dit je délivre des diplômes de licence ou de master, il est totalement dans le faux parce que depuis le décret portant organisation des examens nationaux, il est interdit aux établissements privés d'enseignement supérieur de délivrer des diplômes. C'est l'État désormais. C'est l'État désormais, tant que le décret là existe, et il existe aujourd'hui, c'est l'État qui délivre à l'issue des examens nationaux, qui délivre le diplôme de licence et de master. Les établissements privés délivrent ce qu'on appelle les suppléments au diplôme, les relevés de notes et à la fin une attestation de succès, de réussite. À travers les explications que vous donnez, hein, Patrick, si vous permettez très rapidement, est-ce que vous avez une structure au niveau de votre direction qui a un droit de regard sur le contenu du message publicitaire à faire passer par les établissements à partir du moment où vous avez dit qu'on n'a pas interdit justement les publicités? Tout à fait. L'effet heureux d'ailleurs qui est advenu de la mise en application de ce décret de juin 2018, c'est que tous les établissements privés qui sont prudents et qui vont dans la bonne direction, une fois qu'ils ont mis en place leur spot publicitaire, le test, viennent à la direction générale de l'enseignement supérieur obtenir le bon à diffuser. Et de plus en plus, les organes nous accompagnent. Quand ils ne voient pas le bon à diffuser de la direction générale ou de la direction des établissements privés, ils disent non, nous ne voulons pas être complices d'un faux. Donc, dès que nous recevons le test, nous essayons de voir avec les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur si ça correspond exactement aux autorisations reçues et aux dispositions réglementaires en termes de décrets, en termes d'arrêtés et tout dans le pays. Ma question, la première question que je vous ai posée, c'est d'avoir une idée des causes fondamentales. Très bien. Les causes fondamentales, c'est déjà la grande pagaille qui sort. Le chef de l'État a l'habitude de dire le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes pagailleurs. La deuxième, c'est quand même la dérive. Je vais passer le mot que j'ai trouvé dans un rapport des institutions internationales qui, caractérisant un phénomène social, dit qu'il y a du laxisme général et généralisé qui s'installe. Ces 3 raisons constituent une première cause de la justification de ce décret. La deuxième cause, c'est quand même l'avenir de ce pays. C'est quand même de la formation des enfants qu'il s'agit. Et la troisième cause, c'est la volonté du gouvernement, de dire il y a un chef à bord de ce bateau, il y a un capitaine à bord, il y a qu'une vision est tracée pour le bien du pays à partir du bien des enfants que nous formons. Lorsqu'on forme les enfants dans le mensonge, lorsqu'on forme les enfants dans les dérives, lorsqu'on forme les enfants dans le laisser-aller, dans la pagaille et le laxisme, à la fin, c'est le pays qui tombera. Donc, voilà autant de causes pour relever le pays, pour assainir ce sous-secteur, pour contribuer au développement. Il faut assurer le début. Vous parlez d'assainissement. Oui.
comment vous allez assainir ce secteur? Comment vous allez les contrôler? Est-ce que vous allez descendre dans les universités pour dire, montrez-nous les papiers? Comment vous allez faire concrètement? D'hier à aujourd'hui, quand je dis d'hier à aujourd'hui, c'est les premiers établissements privés sont autorisés à officier au Bénin autour des années 1997. Donc de là à aujourd'hui, et depuis 2016, il y a un grand tournant par rapport aux capacités de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la direction dont je m'occupe. Il y a un réel renforcement de capacités à assurer les missions que l'État lui a confiées en termes de ressources humaines, en termes de moyens, en termes de capacité à descendre sur le terrain. Vous avez fait des descentes? Nous faisons des descentes inopinées, nous faisons des descentes inopinées, nous suivons au quotidien. Je ne vais pas dévoiler toute la stratégie et toutes les stratégies avec lesquelles nous travaillons. Sinon, il pourrait vous contrôler très rapidement. Une chose est claire, nous sommes avec les partenaires qui sont les promoteurs. Nous savons à la minute et à la seconde près ce que chacun peut faire et doit faire. Et nous avons sur chacun un dossier. Donc, il y a tellement de possibilités pour nous dans nos échanges, dans nos descentes, dans nos correspondances, même dans l'informel, de remonter l'information, d'accompagner ces structures privées d'enseignement supérieur afin que ceux qui veulent bien le faire le fassent. Ceux qui ne veulent pas, les rigueurs des tests sont là pour les frapper. Dites-nous, professeur Dodi Amozouvi, du haut de votre position, la décision est-elle transitoire ou définitive? Vous faites du bien, vous dites que je veux faire du bien de manière transitoire? Non, ça peut être une escale pour permettre aux gens de dire il y a une décision là, attention, sinon... Non, si hier on pouvait encore penser cela, parce que nous sortons d'une situation de lacisme et de dérive généralisée. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Regardez ce qui se passe depuis 2016. Vous pensez qu'on peut encore se dire, maintenant que nous avons retrouvé le bon chemin, nous allons rester sur le bon chemin pour quelque temps et après nous... Non, je ne pense pas, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je n'ai pas reçu des instructions. Mes supérieurs non plus ne sont dans cet état d'esprit. Le décret est clair. Et il y a des signaux très forts, très clairs qui sont donnés afin que plus jamais ce ne soit comme ça a été depuis que nous avons pris le tournant de 2016. Donc non, c'est décidé et nous avons la chance que tous les promoteurs tout de suite ont pris avec le gouvernement qui a défini cette vision, qui a défini ces actions-là. Tout de suite, je n'ai pas rencontré un seul promoteur d'établissement qui dit non, c'est une mauvaise décision, puisque nous sommes tous dans la vérité, nous voulons la vérité et nous voulons le bien dans ce pays. Il ne faut pas le professer, il faut agir dans ce sens. La rentrée universitaire 2018-2019 est déjà là. Oui. Une rentrée sans publicité, apparemment, parce qu'on n'en a pas constaté assez. Et sans orientation, séminaire d'orientation. Comment vous appréciez ça? Ah non, on ne dira pas que c'est une rentrée sans orientation, on ne dira pas que c'est une rentrée sans publicité. On n'en a pas eu assez. On n'en a pas eu du tout. On n'avoir pas eu assez, c'est différent de n'avoir pas eu du tout. Hier, puisque chacun pouvait faire ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait et tout, au petit bonheur, la chance, on déversait sur nous tout et son contraire. Aujourd'hui, il y a des publicités. La preuve, vous en avez montré, c'était moi-même avec tout. Oui, on a montré des images. Vous avez montré des images. Là, c'est des affiches. C'est des affiches. Mais là, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que dans le contenu des messages à faire passer, il y a souvent le bon à diffuser de votre direction. Oui, mais lorsque l'établissement ne veut pas passer par la radio, la télévision pour faire passer son message de publicité et qu'il a recours aux pancartes ou aux affiches, au prospectus, il n'a pas besoin de passer par vous. Il est obligé. On en a vu dans la ville. Il n'a pas besoin de passer par nous. Et il est privé, il est libre. Mais dès qu'il ne passe pas par nous et qu'il enfreint au test, au règlement, à la loi, il subit les rigueurs de la loi. Nous tendons tout doucement à la fin de notre entretien. Dites-nous, est-ce que cette décision n'aura pas un effet sur les séminaires d'orientation qui n'existaient pas pratiquement, parce qu'il y a des universités qui le font, d'autres ne le font pas pratiquement. Est-ce que les nouveaux bacheliers et les futurs, les élèves qui sont dans les écoles, est-ce que ça n'aura pas un effet? Ça aura un effet extrêmement positif.
C'est deux choses différentes. La première, c'est la publicité. La deuxième, c'est l'information, c'est l'orientation. Dans la publicité, nous sommes dans le marketing, nous sommes dans la vente. Dans l'orientation, nous sommes dans la prise en main, la prise en charge du jeune bachelier pour qu'il s'oriente. Écoutez d'abord, ensuite choisir en fonction de ses propres capacités. Donc, c'est deux choses à séparer. Et les questions d'orientation, en principe, ne commencent pas après le bac. C'est bien avant le bac. C'est déjà au collège. C'est déjà en troisième. C'est tout un processus. Et maintenant, la rentrée, c'est chaque établissement, c'est chaque promoteur public comme privé, chaque responsable public comme promoteur privé qui met en place le dispositif qui accompagne. C'est les ONG qui font les salons d'orientation, c'est toute initiative qui le fait. Tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, si un effet doit y avoir sur les orientations, l'effet ne peut être que positif parce que désormais, on ne dira que ce qu'on fait et on ne fera que ce qu'on dit. Vous avez un mot à l'endroit des promoteurs et les étudiants? Le mot que j'ai à l'endroit des promoteurs, de mes partenaires, mes chers amis, mes collègues, c'est déjà de poursuivre sur la bonne lancée, dans la vision tracée par le gouvernement, et rester dans le vrai, rien que dans le vrai, pour s'éviter des désagréments. Parce qu'il y en a déjà eu. Il y a plusieurs qui ont été mis en demeure, plusieurs qui ont vu leur accréditation retirée purement et simplement. Donc, ben oui, il y en a eu. Pas un, pas deux, il y en a eu plusieurs. Donc, pour s'éviter ces désagréments, c'est beaucoup d'investissement. Il vaut mieux rester dans le vrai. À l'endroit de mes jeunes amis, nouveaux bacheliers et de leurs parents, aller à la source. Aller à la bonne source, de la bonne information pour choisir d'investir pas à perte, mais plutôt à profit. Ils peuvent même se rapprocher de votre direction pour avoir... Non seulement se rapprocher de la direction, se rapprocher du ministère, aller sur le site de la direction, personnellement interpeller toute personne capable de donner les bonnes informations. La direction générale de l'enseignement supérieur, elle est ouverte, j'allais dire presque 20 sur 24. Merci. Merci à vous, professeur Dodi Amoussouvi, pour toutes ces explications que vous nous avez données par rapport à cette décision du gouvernement qui réglemente en quelque sorte la publicité aujourd'hui dans les établissements d'enseignement supérieur d'établissements privés d'enseignement supérieur. Voilà, j'y suis. Merci donc à vous, merci également à vous Patrick de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. Et comme j'aime bien le dire, chaque jour est une opportunité. Saisissez la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt. Thank you.